Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, on va parler de tyrannide, mais alors pas du tout dans un environnement compétitif, on va parler d'un tyrannicide que j'ai organisé avec des copains. Donc en gros, le but c'est chaque joueur venait avec un personnage non nommé jusqu'à 100 points avec des optimisations possibles si celle-ci rentrait dans la tranche des 100 points. Et moi, je leur avais préparé des surprises à base de masses de Gaunt et quelques unités tyranniques pour donner un peu de piment au scénario. Et leur but, c'était d'assassiner le neurotyran et de dégrader la résistance de ce neurotyran en cleanant, entre guillemets, des points sur le champ de bataille. Donc ces points-là étaient représentés par des décors un petit peu tyrannides, entremêlés avec des ruines, etc. On n'avait malheureusement pas des décors hyper jolis, donc on a essayé de faire quelque chose avec ce qu'on avait, qui sont à la base des décors compétitifs. Donc on a quand même essayé de faire une table un peu sympa. Moi j'avais apporté des éléments de décor tyrannide en plus. Donc voilà, petite touche perfectible sur l'environnement de jeu, notamment sur la table, qui manquait peut-être un petit peu de réalisme, peut-être de relief, qui était juste une plaine finalement. Ça aurait été sympa d'avoir peut-être des étages ou ce genre de choses. Peut-être une prochaine fois, peut-être qu'il faudrait que je prépare un peu plus ce truc-là. Je savais pas si ça allait prendre en fait réellement auprès de mes potes qui sont quand même un peu pour certains la fine fleur de 40K en France. Donc voilà, les mettre dans un jeu narratif un petit peu avec des trucs un peu auxquels des choix auxquels ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Je savais pas s'il allait leur plaire. Et spoil, ça leur a bien plu. Donc peut-être que l'année prochaine, je leur reproposerai un truc un peu plus travaillé, peut-être avec un peu de décor perso réalisé avant. Enfin voilà, et c'est un truc un peu plus abouti. Là, c'était un peu le format de base, entre guillemets, le jeu sans les DLC, si j'ose dire. Donc voilà, en tout cas, ça leur a bien plu. J'avais envie de vous partager ça. C'est du contenu tyrannide. C'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, j'ai aucune prétention d'égaliser les magnifiques rapports de bataille narratifs de Fresh Wargame Studio ou bien même de Planet Wargame. Donc on est vraiment là dans un niveau balbutiement du jeu narratif. C'est pareil, c'est pas fait sous forme narrative parce que c'était pas possible. Enfin moi je n'ai pas le matériel pour organiser un rapport de bataille filmé, etc. Donc voilà, c'est une succession de photos avec en gros je vais vous raconter la bataille, comment ça s'est passé, et vous partager les photos de celle-ci. Je vous ferai la liste juste avant de ce qui était joué, des trucs qui avaient caché, ce que ça générait, etc. Comment j'en suis arrivé à faire ça? Tout simplement, quand j'avais joué il y a longtemps dans un game workshop à Nantes qui avait fait un zombicide, mais vraiment le zombicide avec des zombies de la peste. Et en fait, du coup, je me suis dit ça pourrait être pas mal de reproduire ça avec des gaunts. J'avais plein de gaunts. Et que je vais trouver l'idée sympa. Chacun vient avec un perso qui est censé le représenter. Et ensuite, les gens font la baston contre les tyrannides, sachant que les joueurs entre eux n'étaient pas alliés, c'est-à-dire que s'il y avait deux unités Imperium, ceux-ci pouvaient interagir ensemble. En revanche, des espèces marines du chaos pouvaient parfaitement éclater des espèces marines ou des orques à côté. Enfin, les joueurs n'étaient pas alliés. Voilà, c'était vraiment un groupe de héros, mais uniquement par grande alliance, si j'ose dire. Et voilà, mais il n'y avait pas d'interaction, de buff entre les unités, vu que les personnages avaient leurs capacités propres et assez peu de système d'aura. Faut noter qu'il y avait un joueur d'Edguard, donc lui il avait gardé la contagion, mais elle affectait également ses alliés, donc enfin ses alliés, c'est les petits, tout le monde en fait, toutes les autres figurines, hormis les autres figurines Norgul. Donc c'est à la fois un buff pour permettre à un orc par exemple de taper plus fort en réduisant la sauvegarde adverse, ou alors avoir des -1 à touche pour que les tyrannides touchent moins bien, mais aussi les personnages. Donc voilà, il y avait toutes des interactions donnant-donnant et entre guillemets inconvénients et avantages. Et il y avait des capacités que j'avais également changées. Typiquement, il y avait un gars qui jouait une escouade de commandement GI, et j'avais mis en place un système de scan. Ça lui permettait de scanner l'un des endroits qu'il devait aller explorer de manière à avoir une première information sur ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas l'information complète, mais il y avait une part de l'information, ce qui leur permettait après d'essayer d'envoyer plutôt un tank, plutôt des unités rapides, etc., pour aller investiguer le bâtiment ou la zone comment dire, la zone d'objectif entre guillemets intermédiaire.
Donc voilà, il y avait tout ça. Il y avait les systèmes également, tout ce qui était personnage qui leadait les unités. J'avais considéré que le personnage se buffait lui-même, même s'il était seul, pour donner un peu de piment à l'armée, enfin à l'armée en tout cas aux héros pour qu'ils aient un peu de punch. Pour les tyrannides, je m'étais restreinte uniquement à une flotte rouge d'invasion avec un Sustenite 1. Et j'avais pas le droit au stratagème générique de tyrannide, j'avais uniquement droit au stratagème générique, c'est-à-dire globalement comment on appelle ça, le reprise d'initiative, le rapid ingress, vous verrez, ça aura une importance en tout cas pendant la partie. Et mes adversaires, eux, avaient accès à tout le panel grenades, etc., intervention héroïque, etc. Modulo le fait qu'ils pouvaient Overwatch qu'une seule fois dans leur tour et pas chaque personnage qui a un lance-flamme pouvait Overwatch. Pareil pour les grenades, sinon ça aurait été très vite n'importe quoi. Donc j'avais limité ça pour rendre le jeu un petit peu intéressant et un petit peu stratégique. Voilà, donc en préambule, je vous ai expliqué un petit peu les règles. On se retrouve tout de suite pour voir les différents personnages qui étaient listés dans ce rapport de bataille narrative. Je vais maintenant vous parler du scénario que j'ai proposé à mes copains. Donc le principe, c'était une invasion tyrannide. Donc vous aviez un ennemi initial qui était représenté par les figurines sur table. Il n'y avait pas d'autres unités cachées réellement. Sur la table, il n'y avait pas, en avançant sur la table, vous ne risquiez pas de vous faire embûche la tronche par des raveneurs ou des choses comme ça. Il y avait juste des événements. Donc il y avait 6 points sur le champ de bataille qui étaient des événements où les joueurs devaient absolument faire quelque chose, et je vous explique tout de suite comment ça se passe. Donc sur table initialement il y avait 80 Ormagaunt, il y avait 20 Termagant en écorcheur, 25 Genestealers répartis en escouade de 5, il y avait 5 Barbegaunt, il y avait 5 Tyrannid Warriors, et il y avait évidemment le Neurotyran. Donc ça c'était l'ennemi entre guillemets initial qui était connu des joueurs et en gros qu'ils allaient se faire attaquer par ça. Pour renforcer le côté un petit peu narratif de la chose, j'ai mis en place 6 autres événements sur la table qui étaient finalement des objectifs. Ces objectifs devaient être spotés par les joueurs, je vous explique comment après, ce qui permettait en fait de dégrader la résistance du Neurotyran qui initialement était extrêmement résistant, et chaque fois qu'on activait un des objectifs, et bien tout simplement ça dégradait la résistance du Neurotyran pour pouvoir faciliter la mort de celui-ci. Donc c'était organisé comme ça. Vous aviez des dés sur table, donc vous les avez à l'écran avec les numérotations. Vous aviez 6 dés, et ces dés cachaient en fait des figurines à l'intérieur, et les joueurs ne savaient pas ce qui était dedans. Ils savaient qu'il y avait des événements qui allaient se produire, mais ils ne savaient pas quoi. Je vais maintenant vous révéler ce qu'il y avait de caché dans les bâtiments. Pour révéler les bâtiments, pas compliqué. Une action passive qui était permise par certaines figurines qui permettait de scanner finalement un bâtiment et donner une information partielle de ce qu'il y allait avoir dedans. Par exemple, pour l'objectif numéro 1, il y avait un parasite de Mortrex, et donc dans celui-là, quand les joueurs ont scouté cet objectif-là, je leur ai dit, il y a quelque chose de très volatile qui vole un peu partout, d'assez léger. Voilà. Et à partir de là, ils prenaient leur décision d'envoyer tel ou tel personnage. Ça se faisait à la phase de commandement. Ensuite, pour tout simplement révéler un objectif, ils avaient la possibilité de charger le bâtiment, et dans ce cas-là, ils se retrouveraient engagés avec l'unité. Par contre, celle-ci serait en fight first. Par contre, derrière, ils pourraient être rejoints par d'autres personnages une fois l'unité révélée. Donc voilà, c'était pas forcément moi qui allais frapper tout le temps en première, mais ça impliquait au moins d'avoir 2 unités qui arrivaient dans le bâtiment, une pour révéler, qui se faisait taper, et une autre potentiellement pour venir soutenir, pour taper avant l'unité de tyrannide qui était révélée. Ça, c'était en gros la partie de révélation. Au niveau des différents objectifs, chacun d'eux, à chaque fois qu'ils étaient révélés, ils allaient affaiblir, révélés et que l'unité était tuée évidemment, ils allaient affaiblir la résistance du Neurotyran, ce qui permettait de le tuer plus facilement, ce qui restait l'objectif principal du scénario. Je vous ai donc parlé du premier événement, le parasite de Mortrex, qui se trouvait en haut à droite, en haut d'un bâtiment. Ensuite, on avait tout en haut, vous aviez une espèce de blocos avec à l'intérieur des spores mines Forge World. Alors là, c'était la frustration, c'est-à-dire que l'adversaire qui allait charger allait se prendre sur du 2+, des 3 Mortal Wound, donc forcément sur des petits persos à 5 PV. Ça pouvait très vite être le drame, mais je voulais un événement un petit peu pas cool, et je voulais aussi potentiellement mettre en place un événement où il disait que
est-ce que tu rentres vraiment seul dans ce bâtiment ou pas pour que les blessures mortelles soient réparties? Si toutefois la partie était pas un peu compliquée et que la mort sec d'un personnage comme ça était un petit peu trop préjudiciable. Malheureusement, les joueurs n'ont pas eu l'occasion d'y aller, donc pas d'événement particulier pendant la partie ce scénario-là, en tout cas. Ensuite, sur le scénario où il y a les Von Ryan Leapers, donc là vous aviez une escouade de Leapers qui du coup pouvait procéder de son Fight First pour pouvoir affaiblir des personnages un petit peu trop téméraires. C'était également très proche de la partie, donc là, de la partie de déploiement des joueurs, donc évidemment c'était probablement l'un de ceux qui allait être attaqué le premier. Ensuite, au numéro 3, vous aviez au centre de la table un Malceptor, mais qui était un Phantofex. Du coup, c'était une création de mon esprit. C'est tout simplement une figurine 3D qui m'a été imprimée par un ancien collègue et du coup, que je me suis fait vraiment plaisir j'ai vraiment pris plaisir à la peindre et je me suis dit l'occasion de la sortir. Donc, c'était une espèce de gros monstre type Malceptor avec uniquement endurance 9 et 10 PV. Par contre, invulnérable à 4 et qui tapait pas du tout au corps à corps, assez mal. Par contre, qui conservait le tir du Malceptor. Donc, c'était quand même un monstre assez solide qu'il allait falloir tuer et donc les joueurs ont dû affronter pendant la partie. Ensuite, on avait au numéro 2, donc tout en haut, à la gauche finalement, vous aviez 5 guerriers tyrannides qui allaient apparaître. Donc là, pareil, les guerriers tyrannides dans ce format-là, attention, c'était quand même assez létal. Donc voilà, 5 guerriers, c'était quand même une ressource à prendre en considération. Et enfin, le dernier événement, c'était le numéro 4 avec un Carnifex Stormcrusher, donc un Carnifex Forge World, qui du coup avait les règles d'un Carnifex standard, avec des pinces broyeuses et des griffes tranchantes. Donc voilà les 6 événements qui étaient prévus pour la partie, et donc du coup, les joueurs ont dû aller les checker, on verra ça ensuite dans le déroulé de la partie. Je vous présente maintenant les personnages, et puis on pourra attaquer le récit de cette partie narrative. Voici le roster des joueurs, les joueurs qui étaient là pour sauver le monde de l'invasion tyrannide. On avait en premier lieu un assassin Eversor qui était joué par Mam, donc un personnage un petit peu anti-masse finalement. On avait ensuite un capitaine en armure gravis joué par Percastor, donc un gros capitaine hyper solide avec un trait qui lui permettait de relancer, de passer un dé forcément en 6, donc ce qui le rendait extrêmement solide. On avait ensuite Mogor avec un Beast Boss, donc un boss Snaga, donc un gros orc qui tape fort. On avait ensuite Haken qui jouait un Lord of Contagion, donc un personnage d'Edguard assez résistant, mais qui du coup pouvait debuff fortement les tyrannides, mais en même temps debuffer aussi les autres joueurs, donc il y avait une utilisation un peu fine à jouer sur la règle de contagion de la Deadguard, et j'avais autorisé Haken d'ailleurs à potentiellement pouvoir split, donc changer finalement sa règle, c'est-à-dire soit de passer en moins 1 PA, soit en passant en moins 1 touche. Il avait le choix. À chaque round de début de round, il avait le droit de changer pour prendre la règle qui lui convenait. Par contre, elle s'appliquerait aussi bien aux tyrannides qu'aux autres unités non orgueil. On avait ensuite Aviv qui jouait une canonesse qui avait une invulnérable à 2 une fois par phase, donc là aussi un truc un peu solide. On avait Lamar qui jouait un prêcheur, donc un prêtre avec un gros lance-flamme Eviscerator. Donc petit personnage bien sympa pour pouvoir zigouiller de la masse et taper avec une grosse épée tronçonneuse. On avait ensuite Ashor qui jouait un Seigneur Scortec qui avait donc il avait une amélioration qui faisait plus 1 en PA, je crois. Et par contre, j'avais nerfé un peu la règle des Necrons pour que ce soit une régénération que d'un PV par phase pendant que sa phase à soi, parce que sinon c'était très vite n'importe quoi. Le Seigneur Scortec est quand même assez solide. Donc je voulais pas rendre un personnage complètement intuable qui allait pouvoir tuer toute mon armée hyper facilement. Donc le Seigneur Scortec, lui, était une grosse pièce de défense. On avait ensuite Aranui qui jouait un frère capitaine chevalier gris, donc une unité qui saturait bien et qui gardait les facultés des GK à se téléporter. Donc une unité un petit peu intéressante pour le scénario. On avait ensuite Moyashi qui jouait un grand maître chevalier gris cette fois. Je les avais autorisés dans la mesure où c'était la même faction à pouvoir combiner leurs buffs, à savoir que l'un pouvait donner la reroll à l'autre et l'autre pouvait donner le sustain pour avoir un peu d'interaction entre les deux joueurs. Donc voilà, bien sympa ce petit duo.
On avait ensuite Darkhan qui jouait une escouade de commandement GI, donc avec l'étendard, le médic, la radio. Il avait une règle qui lui permettait de scanner des bâtiments, donc ça lui permettait de prendre de l'information sur les bâtiments, voir ce qui s'y cachait, d'avoir une information certes parcellaire, mais qui allait permettre aux joueurs derrière de prendre des décisions en fonction du nombre de figurines qu'il y avait, etc. On avait ensuite Terracnid qui jouait un Chaos Lord, donc un seigneur du chaos avec un gros marteau, en armure Terminator d'ailleurs, et on avait ensuite Balo qui jouait un Infernal Master Thousand Sun, donc là aussi, petite adaptation de la règle, les points de cabale se stackaient, il en gagnait que 2 par tour, mais par contre il se stackait, ce qui lui permettait d'utiliser des règles, évidemment il pouvait les utiliser que pour lui-même, pas question de faire Warp Time d'autres personnages, etc. Et ensuite Tommy qui jouait un Master of Execution, donc avec un personnage qui donnait le Fight First, donc c'était aussi intéressant d'avoir un personnage tapant fort avec un Fight First. Donc voilà les différents personnages qui ont été joués. Faut savoir que j'avais mis en place un refus de liste, à savoir que si quelqu'un me sortait quelque chose d'horrible, notamment, je vais pas dire le nom, quelqu'un qui voulait jouer un Seigneur Scorpec avec un Finopen à 4, bon, c'était un peu fort, ou un odieux personnage qui voulait jouer un capitaine en armure Gravis avec un Finopen à 4, là aussi. J'ai considéré que c'était trop fort dans ce type d'écosystème, et donc je leur ai refusé cette amélioration-là, et donc ils ont fait le choix de partir sur autre chose. Donc voilà, j'ai trouvé que globalement les joueurs avaient plutôt joué le jeu, à savoir pas forcément jouer un truc hyper solide, à part quelques-uns, mais qu'ils avaient vraiment, j'ai l'impression, pris leur figurine préférée et qu'ils étaient venus pour jouer avec leur figurine emblématique, et ça me plaisait beaucoup. Il y a personne qui était parti sur un apothicaire notamment pour pouvoir régène les personnages Space Marine ou du moins Imperium, donc ça c'était quand même une surprise pour moi. Je pensais qu'ils joueraient un peu plus de figurines un peu comme ça. Petite amélioration pour éventuellement, si ça se refait, peut-être pas exclure les personnages nommés directement, notamment je pense au personnage Bulgreen par exemple, qui aurait pu être sympa dans cet écosystème là. Voilà, je pense que possiblement tout peut être jouable, mais il faudrait mettre juste en place un refus possible si les gens décident de jouer un truc un peu trop fort. Donc la partie débute par une initiative des personnages qui ont donc commencé par scanner via le Capitaine Space Marine la barricade où se sont révélés être des leapers. Alors je leur ai dit qu'il y avait des unités furtives qui étaient tapies dans l'ombre, et que du coup il y avait 3 âmes tyrannides qui avait été détecté par l'Ospex, et de l'autre Ospex qui a été utilisé, c'était dans le bâtiment où se trouvait le parasite de Mortrex, et donc c'est par l'information suivante que je leur ai dit tout simplement qu'il y avait quelque chose de volant qui bougeait beaucoup dans la pièce, une seule chose mais qui bougeait énormément, et donc voilà l'information qu'ils avaient pour d'une part le parasite de Mortrex et de l'autre les Leapers. Ni une ni deux, l'assassin Eversor a foncé dans le bâtiment où se trouvait le parasite de Mortrex, et il l'a promptement coupé en deux. Donc le parasite est venu et puis il a sauté dessus et il s'est fait immédiatement découper par l'Eversor. De l'autre côté, le Lord de Scortec, fort de sa résistance qu'il pensait certaine, a foncé dans la barricade, a sauté dans les Genestealers et puis s'est retrouvé finalement engagé avec les Leapers. Les Leapers ont tapé, ils n'ont pas fait grand chose. Il a quasiment tué l'intégralité des Leapers, à l'exception d'un qui va plus tard dans la partie s'infiltrer et venir attaquer les squads de commandement de GI, qui va perdre du coup pas mal de son potentiel, notamment le personnage qui permet de soigner. Et donc du coup les squads de commandement ne restaient qu'avec un cadien avec une radio pour conserver la capacité du scan, et le chef de peloton cadien, qui lui du coup était le personnage représenté par Darkhan. Donc voilà, les persos rentrent dedans, ils se retrouvent un petit peu devant, et donc à mon tour de jouer, la vague des tyrannides se répand, avance directement et avec une faim insatiable sur le buffet qui lui est présenté. Plusieurs actions importantes pendant ce tour. Dès le début, on était quand même déployés assez proches, donc rapidement on est rentré dans le débat.
Les Zormagones ont foncé sur l'assassin et 20 Zormagones sur un assassin, c'était trop pour lui, il se fait découper, mais du coup un Captain Space Marine s'était imposé pour venir aider l'assassin, mais les Zormagones ayant tapé avant, ça avait suffi à tuer l'assassin. Donc quelques Zormagones qui seront un petit peu découpés par le Captain Gravis. Un autre paquet d'Ormagones va engluer le Seigneur Scortec au corps à corps, et ensuite un autre paquet d'Ormagones et quelques petits Genie Stealers en plus vont sauter sur le Lord of Contagion, donc le personnage d'Edward, qui va, à la suite de plusieurs sauvegardes ratées, alors qu'il était censé être quand même assez résistant, mourir un petit peu bêtement. Et du coup, c'était pas trop prévu que je tue 3 persos tour 1. Donc là, les personnages sont un petit peu dans la mouise. Ils commencent à se dire, ah oui, il y a du monde, et en plus, faut faire attention parce qu'ils vont mourir sinon, nos personnages. Donc, je leur donne un petit coup de pouce, je les autorise à faire revenir potentiellement un assassin sur un appel radio du Captain Space Marine et de l'Astra Militarum. Malheureusement, non. L'appel est parasité par l'ombre dans le warp, et par conséquent, l'assassin ne reviendra pas et l'assassin est mort définitivement. En revanche, pour le Lord de Lovecus, la même option est proposée au Seigneur du Chaos, qui, après quelques hésitations, décide de lancer son dé, et le dé ne touche pas la table. Donc je lui dis que du coup la communication a été mal passée, et que du coup désormais ça sera plus sur un 4+, mais sur un 5+, qui réussira à contacter son quartier général, et il arrive à faire un 5+, qui permet de faire revenir le Lord of Contagion dans la partie. Donc à ce stade, uniquement l'assassin de définitivement mort, et les personnages commencent à venir au centre de la table pour venir un petit peu mettre le bazar, pour aller tout simplement éclater les Zormagones qui étaient quand même sur leur ligne, tirer avec tout ça sur les Genie Stealers qui étaient un petit peu derrière et qui représentaient une menace assez sérieuse pour pas mal de personnages. Donc le Seigneur Scortec, lui, continue à découper de l'Ormagaunt, rejoint en ça dans sa besogne par le Big Boss Orc et la Canonesse. Donc là, le paquet de 20 Gaunt disparaît sous les coups de qui coupe, d'épée et de griffes de Scortec. Le Seigneur du Chaos rejoint la mêlée tel un berserk, la mêlée des Ormagones qui avaient tué l'assassin, et il va mourir lui aussi par une chose un petit peu curieuse, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages ne sont pas alliés, et donc certains personnages tirent dans les corps à corps pour blesser les Ormagones qui sont engagés, mais par contre on peut toucher ses propres coéquipiers, disons, et c'est ce qui va arriver au Seigneur du Chaos, qui va se prendre quelques petits coups de lance-flamme par-ci par-là, qui va perdre 1 ou 2 PV, et le drame va arriver, c'est que quand les Ormagones vont taper, ils vont l'affaiblir un petit peu, et lui va tenter un Dark Pack en disant qu'il fallait en tuer le plus possible. Il va tenter un Dark Pack. Alors il va faire très mal parce qu'il va réussir à tuer pas mal d'Ormagones, mais malheureusement pour lui, le Dark Pack va lui échapper et il va mourir en fait tout simplement de son Dark Pack. Donc le Seigneur du Chaos va disparaître après avoir fait revenir le Lord de la Contagion. Donc mort du personnage du Chaos, de Terracnid, bouffé par des Ormagones et bouffé par les énergies corruptrices du Warp. Autre personnage qui meurt pendant ce tour, le Big Boss Orc, qui s'était trop avancé, qui s'était mis en portée de tir des Barbgaunt et des Termagant armés d'écorcheurs. Donc lui aussi il va se faire envoyer des épines d'écorcheurs dans la peau et va s'écrouler, percé de toutes parts par ces projectiles assez peu perforants, mais clairement ce personnage avait une armure assez légère et c'était une cible tentante pour les Termagant. La partie se continue, la Canonesse continue à tuer les Ormagones se font tuer, le Scortec moissonne littéralement d'autres Ormagones, bien aidé en ça par le personnage Thousand Sun derrière qui fournit des Overwatch et des tirs de lance-flammes intéressants pour affaiblir cette nuée inexorable d'Ormagones qui arrive. À noter qu'il va pousser sa puissance un peu trop loin et il va faire un péril du Warp, sachant que les armes psychiques et Hazardous avaient des malus importants sur le Hazardous.
du fait de la présence de l'ombre dans le warp. Et malheureusement, il va prendre des 6 blessures mortelles et il va lui rester qu'uniquement un seul PV pour essayer de continuer cette partie. Mais cette surcharge était nécessaire pour vraiment affaiblir le nombre d'Ormagon qui se jetait sur les lignes des personnages. Le Master of Execution et le Capitaine Gravis vont déblayer des gaunts et vont finalement aller au centre de la table pour faire apparaître le Fantôfex et du coup l'engager. Malheureusement pour eux, alors le Fantôfex, je vous explique un peu ce que c'était. Figurine des bestiaires tyrannides de la ruche des mers, entre guillemets. Et c'était tout simplement un Malceptor un petit peu moins burné. Alors au niveau du tir, c'était la même chose. En revanche, c'était uniquement un monstre à endurance 9 et 10 PV, donc plus proche du châssis Carnifex et qui ne tapait pas du tout au corps à corps, enfin très peu, je crois que c'était 6 attaques, force 5, pas de PA, dégâts 1. Et en fait, les deux personnages vont s'embourber dessus en lui rendant un petit peu des coups. Et globalement, il va pas se passer grand chose, que lui ne leur fait rien, et les deux personnages ne font pas grand chose, hormis enlever quelques PV au Fantôfex. Arrivée impromptue des Raveneurs sur l'arrière de l'armée des Space Marines, de l'armée des personnages, pour venir menacer notamment le Master of Execution, pas le Master of Execution, le Infernal Master, et les squads de commandement GI. Et là, du coup, grosse prise de conscience pour le personnage TS, qui va du coup décider d'Overwatch, et malheureusement pour lui, il va refaire un péril, et il va mourir en ayant surchargé pour le coup là de manière un petit peu obligatoire, puisqu'il fallait absolument réussir à tuer ces Raveners. Donc effectivement les Raveners vont se faire cramer, par contre le personnage TS va mourir et du coup il va finir par s'effondrer tel un pantin porté uniquement par son armure. Il va s'écrouler au sol et sauvant quand même la vie de l'escouade de commandement derrière qui venait justement de se sortir du corps à corps avec le Von Ryan Deeper et qui du coup s'apprêtait à se prendre une escouade de Raveners sur le coin du nez, et du coup les Raveners sont détruits par le TS au péril de sa vie. On continue cette partie-là où les GK vont décider de se téléporter pour aller porter la menace dans ma ligne en allant attaquer les Barbgaunt. Donc ils vont aller tuer les Barbgaunt en se prenant des petits tirs d'Overwatch malgré tout du Neurotyran qui commence à rentrer dans la partie. Le Fantôfex finit par se faire tuer suite à la charge du Scorptech qui a rejoint le Master of Execution, le personnage Space Marine, et qui s'est vu balancer une grenade. Donc le Fantôfex explose, son cerveau est percé de nulle part et il finit par s'effondrer au sol. Après la mort du Fantôfex, le Master of Execution, ni une ni deux, perçoit le Neurotyran et décide de s'élancer vers lui au cri de prière au dieu du sang, et du coup le Neurotyran tourne sa tête et lui crache au visage un cri psychique, et qui va littéralement décalquer ce Master of Execution qui, bien que hyper offensif, a assez peu de résistance et va se faire littéralement envelopper de flammes warp et se faire littéralement carboniser par le souffle psychique du Neurotyran. Et à ce moment-là, l'ombre dans le warp, l'esprit de la ruche plutôt, décide de tout simplement faire apparaître les deux unités qui étaient cachées sur les extrémités du champ de bataille, à savoir un Carnifex Standcrusher, qui était finalement un Carnifex avec des griffes tranchantes et des pinces broyeuses, et un autre paquet de 5 guerriers sur la gauche du champ de bataille. Plutôt que, voyant que la partie est bien menée au centre, je décide de désactiver les protections du Neurotyran pour ramener tout de suite de la puissance pour aller contrebalancer ce centre qui est en train de m'échapper, parce que je commence déjà à manquer un petit peu d'Ormagaunt après qu'il se soit fait un petit peu ventilé par ces escouades de personnages relativement tanky. Le Scorptech va décider de venir charger, une fois qu'il a tué le Fantôfex, va aller charger les paquets de guerriers que j'ai révélés, en se disant, moi avec mon dégât 3, je vais éclater les guerriers, et manque de peau pour lui, il va en tuer que 3. Et les 2 guerriers restants vont finalement lui faire assez mal, en lui enlevant quand même un certain nombre de PV. Donc le Scorptech, qui était un petit peu immunisé pour l'instant aux dégâts de mon armée, se retrouve un petit peu
pas mal esciinté, disons, par les 2 guerriers restants. Et du coup, ça va être assez structurant parce que derrière, c'est au tyrannide de jouer et le neurotyran va profiter de cette ouverture pour balancer un torrent psychique de magie sur ce Scorptech qui va finir par s'effondrer, mort au sol, suite à ce tir du neurotyran. Donc là, le neurotyran un petit peu rentre dans le game, entre guillemets. Le Carnifex que je venais de révéler fonce au centre pour aller attaquer les personnages, et du coup va y avoir un espèce de duel épique entre le Priest et le Capitaine Gravis. En gros, le prêtre va lancer une grenade sur le Carnifex, le Space Marine va tirer dessus et va essayer de l'affaiblir. Manque de peau, le Carnifex va prendre un coup de bolter à travers sa carapace, et du coup il va faire un mouvement en élan qui va aller impacter le Space Marine avant que celui-ci charge, contraignant les autres personnages autour à venir l'engager, au risque de voir le capitaine Space Marine, qui était quand même le dernier tank de la liste des personnages. Et en fait, le prêtre, en mettant tout son cœur à l'ouvrage, va réussir à tuer ce Carnifex avec son épée tronçonneuse son éviscérator même plutôt, va découper l'abdomen du Carnifex, qui va s'effondrer, sauvant ainsi la vie du capitaine en armure Gravis. Donc là, on est quand même dans un gros niveau épique, où finalement, les 2 gros monstres sont finalement tués au PV près quasiment par les personnages. Le dernier pack de guerriers, qui était donc l'escorte du neurotyran, finit par s'élancer au centre et va aller finalement, une fois que pardon, pas au centre directement d'ailleurs, ils vont d'abord aller affronter les GK qui se sont TP sur l'arrière de mes lignes et qui ont tué les Barbgaunt et affaibli grandement, ou quasiment tué d'ailleurs, les Thermagant. Et donc du coup, les 5 guerriers vont aller, qui protégeaient le neurotyran, vont venir tuer le Brother Capitaine. Donc le Brother Capitaine GK se fait percer et découper par mes guerriers quadruple épée d'os. Donc c'est mes fameux guerriers Swarmlord, mes bébés Swarmlord, qui finissent par couper en rondelles le Brother Captain GK, et tandis qu'ensuite il se réoriente cette fois-ci vers le centre, vers le Space Marine et le Priest, ainsi que les squads de commandement. Le Brother Captain se TP pour passer de l'autre côté et d'essayer d'aller tuer le neurotyran, qui du coup est l'objectif ultime de cette partie. Il va lui tirer dessus, il va tenter une charge qu'il va louper. Un duel de tir et de magie va s'opérer entre les deux, et finalement c'est le neurotyran qui va en sortir vainqueur, qui va finir par envoyer une décharge psychique que l'Aegis des GK ne va pas pouvoir arrêter, et du coup le Space Marine va s'effondrer raide mort dans son duel. C'est à noter, d'ailleurs je vous en parle, ce fameux capitaine GK n'a pas réussi beaucoup de sauvegardes malgré la PA assez faible du lance-flamme du neurotyran. Donc là il s'est vraiment fait zigouiller vraiment par un petit manque de chance. Le mouvement était assez épique et finalement les dés ont dit juste non. Donc malheureusement le duel épique a été remporté par le neurotyran, privant les héros entre guillemets d'un personnage supplémentaire. Et la fin de partie va finalement aller assez vite, dans la mesure où les 5 derniers guerriers vont aller sur le Space Marine, le Capitaine Space Marine, qui va mettre tout son cœur à l'ouvrage pour essayer de résister à cette charge, entre guillemets, cette dernière charge. Et finalement, il va finir par être tué lui aussi par les épées d'os de ces guerriers armés de 4 épées qui vont littéralement tuer le dernier Space Marine de la table, avant d'être rejoint au corps à corps par le Priest, qui va lui aussi vendre chèrement sa peau, mais finir par avoir emporté avec lui quelques guerriers, mais malheureusement il va ensuite mourir sur les guerriers restants, avant que les guerriers pointent leur regard vers les squads de Cadien, qui va elle aussi, dans une dernière prière à l'empereur, rejoindre foncer vers les guerriers qui foncent eux-mêmes vers cette escouade, et un corps à corps peu subtil et peu équitable va avoir lieu entre 3 guerriers tyrannides
et finalement 2 Cadiens qui vont se faire, qui vont même pas vendre chèrement leur peau puisqu'ils vont se faire zigouiller sans même avoir réussi à tuer un guerrier tyrannide. C'est ainsi que cette partie s'arrête, se termine d'ailleurs plutôt avec la mort définitive de tous les personnages et la survie du neurotyran. Et finalement, reste sur la table uniquement le neurotyran et quelques guerriers, là où les escouades, les personnages sont tous morts. En conclusion, donc partie hyper marrante, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, j'étais hyper contente de l'avoir proposé, parce que c'est toujours sympa de proposer des choses. On a fait ça dans le cadre de notre semaine croustille, qui est la semaine annuelle qu'on se fait tous ensemble dans une baraque de dingue. Donc c'était hyper cool de faire ça. J'étais aussi hyper contente que les gens soient réceptifs. Je crois que quasiment tout le monde a joué. Sauf un vilain qui n'a pas joué, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je lui demande. Il était plutôt en partie, il faisait une partie, parce qu'en même temps les gens du coup partaient ensuite sur des parties, enfin il y avait vraiment, voilà, c'était un va-et-vient. Mais franchement les gens étaient hyper contents, hyper réactifs, j'ai trouvé ça très sympa de leur part de se prêter au jeu. La partie en elle-même était vraiment cool, j'ai vraiment trouvé que c'était équilibré, ça racontait une histoire. Alors franchement, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans des rapports narratifs de chaînes spécialisées ou quoi que ce soit. Moi-même, j'ai aucune compétence particulière pour vous raconter des parties narratives. Mais globalement, j'ai trouvé ça super marrant. Les joueurs étaient contents, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que je referai l'expérience l'année prochaine avec potentiellement peut-être des niveaux de difficulté un peu plus. Maintenant que les gens ont vu à quoi ça ressemble, peut-être qu'ils optimiseront davantage leur roster, ce qui me permettra moi aussi d'optimiser certaines choses, peut-être plus travailler l'aspect scénaristique, savoir juste pas un objectif, peut-être un truc, faire peut-être des décors plus jolis aussi. Donc voilà, il y a des choses qui sont perspectives, mais clairement c'était perfectible, pardon. Mais clairement c'était hyper cool. Je pense aussi qu'il y a des joueurs qui ont joué trop YOLO, notamment le Chaos Lord a joué vraiment YOLO, l'assassin Eversor qui avait une faculté hyper intéressante de faire des actions héroïques. Aurait pu être bien meilleur dans un rôle de support plutôt que d'aller tout droit checker une zone et se retrouver ensuite à la portée de charge d'Ormagaunt. Donc voilà, les joueurs je pense ont joué un peu, on joue vraiment à la cool pour se marrer et pour se faire plaisir. Là où je pense qu'il peut y avoir une espèce de méta entre guillemets dans ce genre de scénario avec des rosters un peu plus travaillés, etc. J'avais vraiment envie de garder l'aspect un petit peu secret. Je voulais pas que les joueurs aient vraiment toutes les clés pour tout réussir. Je voulais garder un aspect secret. Comme je vous l'ai dit, ou je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais globalement j'avais gardé un objectif un petit peu secondaire pour pouvoir permettre de rééquilibrer la balance, soit en désactivant tout simplement un des scénarios, en disant bah là vous avez la possibilité de faire un bombardement à un endroit pour détruire complètement ce qu'il y a dedans, si la partie était trop penchée vers le tyrannide, ou à l'inverse si la partie était trop orientée vers les personnages, à ce moment-là faire arriver un drop pod tyrannide, un tyrannocide avec une unité en plus pour rééquilibrer la balance. J'avais prévu ce genre de choses. Finalement, il n'y a pas eu besoin de le faire, hormis il y a des événements que je n'ai pas, en fait, j'ai pas fait intervenir d'événements autres que ceux que j'avais prévus. Donc ça, c'était plutôt chouette. Voilà, donc je pense que ça sera à refaire. Je ne sais pas du tout comment ça va être accueilli pour la chaîne. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça, parce que je trouve que c'est un truc qu'on peut faire chez soi avec un petit peu de figurines, si on a envie de sortir des figurines. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de ressortir mes tyrannides, parce que ça fait un moment que je les avais pas ressortis en figurines. Donc c'était très cool pour moi de les ressortir à nouveau, de prendre plaisir à les jouer, parce que franchement, dans un format comme ça, les profils sont complètement cohérents pour les tyrannides. Donc ça m'a vraiment fait vraiment plaisir, ça m'a donné envie de les rejouer. Et aussi, j'espère que les photos vous plairont, que la table, vous ne serez pas trop... Je sais qu'il y a beaucoup de critiques des gens sur l'aspect décor des tables Warhammer 40 000 de manière générale. J'espère que vous ne serez pas trop sévère sur ça. C'est quelque chose que j'ai pris en compte, j'essaierai de faire mieux. J'avais emmené des décors moi-même de mon plateau tyrannide pour pouvoir... mettre entre guillemets, raconter une histoire sur la table, mais il est évident que j'avais pas des décors fabriqués pour cet événement-là. Donc voilà, mais pourquoi pas essayer de complexifier un peu la chose l'année prochaine, pourquoi pas essayer de construire des décors un peu plus travaillés ou des tables un peu plus travaillées, avec des notions de relief, pourquoi pas des étages, etc. Un peu pour partir un peu sur Team Kill, entre guillemets, en genre de jeu. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo un petit peu...
hors playlist vous plaira, que ça vous aura fait passer un bon moment et que vous aurez peut-être l'idée de refaire ça chez vous à l'occasion. Donc voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!